tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021 d'un coût global de 9 039 milliards de francs CFA. L'ambitieuse feuille de route du chantre du nouveau départ, présentée à grand renfort médiatique, aura fait rêver. On se rappelle, comme si c'était hier, articulé autour de 3 axes majeurs, le fameux programme devrait à terme révéler le Bénin au monde entier. Entre autres défis majeurs, 500 000 emplois en 5 ans, 20 000 logements sociaux en 5 ans, l'accès à l'eau potable pour tous à l'horizon 2021. À quelques mois de la fin du mandat de Patrice Talon, où en sommes-nous? Légitime question sur bien des lèvres. Regard croisé au cours de ce numéro de votre émission 100% Bénin de 2 analystes. Ce sera autour du thème exécution du PAG sous le chantre du nouveau départ. Un quinquennat pleinement réussi. Pour Talon, l'instant débat tout de suite et maintenant. À ma droite sur ce plateau, M. Loge Francis Atadé. Il est secrétaire général du réseau des experts en gouvernance et des analystes réalistes de discours pour le développement et membre de l'IPSIA, l'Institut privé panafricain d'études de statistiques et d'intelligence appliquée. M. Loge Francis Atadé a accepté donc de nous accompagner pour cet instant décryptage. On ne le présente pas assez. Il reste au-delà de tout un ardent défenseur de la gouvernance Talon qui pense qu'il faut lui accorder encore quelques opportunités. Le Bénin ne regrettera pas. Monsieur Francis Atadé, bonjour. Bonjour, frère Merci Joël. de répondre à notre invitation. Oh, mais c'est toujours un plaisir pour moi d'être sur ton plateau parce que je sais que les Béninois apprécient le fait qu'on vienne chaque fois leur donner l'éclairage qu'il faut pour qu'ils sachent ce qui se passe. Il faut avouer évidemment que ça fait un moment que les populations avaient besoin d'avoir de l'information sur ce qui se passe au gouvernement. Pendant un moment, on a cru qu'il fallait aller à la communication, mais par la suite, vous avez vu qu'il y a eu une communication pernicieuse sur la gouvernance. C'est d'où l'intérêt des débats pour apporter l'éclairage aux populations, pour qu'on sache si le Bénin est en train d'avancer ou bien si nous sommes en train de piétiner. Et je trouve évidemment qu'au bout de 4 ans d'exercice, nous allons vers 5 ans, je crois qu'actuellement, la structure qui a été mise en place, par exemple, pour apprécier, pour faire le suivi du PAG, c'est en fait le BAI qui est au palais et qui chapeaute en fait les UPS, les unités présidentielles de suivi des réformes. Je crois qu'actuellement, ils sont à l'évaluation. Et on ne peut pas faire une évaluation globale. Et nous allons faire une évaluation peut-être à mi-parcours. Nous n'aurons certainement pas les taux d'exécution comme nous aurions aimé, mais les populations accepteront évidemment que nous puissions faire en fait du survol pour leur apporter l'éclairage qu'il faut afin qu'ils sachent qu'il y a quand même du travail qui se fait. Oui, merci bien. C'est vrai, le BIA est en train de faire un travail actuellement. Dès que les résultats seront disponibles, on va les apprécier. Mais à l'aune de disponible, on fera aussi ce plateau. Et merci donc à vous, monsieur Francis Atadé, pour la disponibilité. En face de vous, pour l'instant, décryptage, monsieur Dr Fidèle Sonon, qui n'est vraiment plus à présenter non plus, consultant en management des organisations et les membres de l'USL. Dr Fidèle Sonon, bonjour. Bonjour Joël et bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour monsieur Atadé. Bonjour. Et merci franchement pour la disponibilité. 2 hommes aux agendas, mesdames, messieurs, très chargés. Et ils ont pu, pour la cause, se libérer pour être avec nous. C'est toute notre reconnaissance. Et vous qui, chaque fois, vous interrogez, nous n'aurons de cesse de le dire, ce plateau est pour tous. Il s'agit du grain de sel que chacun peut apporter pour un Bénin plus épanoui. Donc, merci d'être des nôtres. 45 projets phares, mesdames, messieurs, pour révéler le Bénin. Le chantre du nouveau départ aura promis remuer ciel et terre pour donner corps à chacun des projets devant conduire à terme à positionner le Bénin sur le toit du monde. Patrice Talon, à l'heure de l'évaluation, je suis tenté d'abord de me retourner vers vous, monsieur Francis Atadé. Quel regard portez-vous sur le parcours de l'homme avec son propre cahier de charge? Je crois que après la prestation de serment déjà, vous avez noté qu'il a dit qu'il est prêt et tout de suite. Je crois qu'il a un timing. Je trouve même qu'il est un peu plus pressé. Je me demande pourquoi il est autant pressé. Mais c'est parce que nous avions en fait une grosse plaie ici au Bénin. Et il faut aller plus vite pour pouvoir réussir évidemment à corriger les travers de nos pratiques politiques, mais aussi les travers qui handicapent évidemment le développement. Notre souhait depuis 60, c'est que le pays soit mieux gouverné pour que les citoyens puissent évidemment être satisfaits, que chacun puisse obtenir en fait le bien-être souhaité et que nous puissions assurer le développement équilibré de toutes nos régions. Et c'est à ce prix évidemment qu'on peut réussir à avoir un pays paisible,
Car vous savez que c'est la pauvreté, en fait, qui nourrit la violence. Donc, il faut qu'à travers les réformes que nous engageons là, que nous puissions offrir, évidemment, aux populations le bien-être. Et vous avez vu que le 16 décembre 2016, au moment où le président Talon présentait le PAG, on avait trouvé que, évidemment, c'était très ambitieux, avec de lourds investissements, plus de 9 000 milliards. Et les Béninois étaient un peu perplexes, ils se demandaient, mais comment ça allait pouvoir se passer? Parce que 9 000 milliards mobilisés pour un programme aussi ambitieux, avec des projets phares, ça paraissait un rêve. Or, les réformes, en fait, ont un temps de latence. Donc, il faut attendre l'effet escompté tout de suite. Il se fait que, par extraordinaire, nous avions vécu pratiquement un changement brutal, une révolution brutale. Ce qui a produit des résultats, parce que des mesures disciplinaires ont été mises en œuvre qui ont permis de produire, évidemment, des résultats. Et aujourd'hui, nous avons des clignotants qui montrent que nous sommes en train de faire de bons pas, de bons petits pas dans la bonne direction. C'est vrai qu'il y a des choses aussi à corriger. Je ne veux pas décerner satisfecit à 100%, mais il y a des choses qui sont corrigeables, sur lesquelles, évidemment, il faut qu'on fasse une revue pour permettre, évidemment, aux chefs de gouvernants d'améliorer, évidemment, leur ligne et d'améliorer, évidemment, le chemin qu'ils sont en train d'emprunter. L'idéal est que nous puissions apporter notre touche vertueuse. Et le chef de l'État, qui est en fait l'architecte de la rupture, est en train d'apporter une touche vertueuse à la République, dans tous les sens. Les réformes, en fait, elles sont politiques, elles sont institutionnelles, elles sont économiques. Et on y reviendra graduellement. Ah oui, mesdames, messieurs, c'est l'heure du bilan. Qu'on le veuille ou non, ça s'impose. Le temps reste l'autre valeur qui s'impose à tous et qui rattrape parfois. Alors, de l'évaluation du cahier de charge que Patrice Talon s'est donné, monsieur Fidèle Sonon, quel regard portez-vous sur cette évaluation, si elle doit se faire? Écoutez, il va vous souvenir que sur ce même plateau, je disais il y a quelques années qu'il fallait réviser le PAG. Parce que très tôt, je faisais partie de ceux qui ont constaté, après avoir lu ce document, que c'est un document irréaliste et irréalisable. Bien évidemment, au nombre d'un certain nombre de personnes appartenant à la chapelle du président de la République, le ministre des Finances disait que c'était bien réaliste et réalisable. Donc je répondrai à votre question en disant que le président de la République s'est donné un cahier de charge un peu trop lourd. Et c'est ce qui va faire que, malgré un certain nombre de réalisations, il est difficile de lui donner une bonne note pour la réalisation globale. Si on doit faire une évaluation globale, donc de ce qu'ils ont promis ou ce qu'il a promis dans le programme d'action du gouvernement. Tout à l'heure, j'espère que nous irons dans les détails pour que je commence d'abord par dire, parce que moi je regarde d'abord ce que j'appelle le document de programme. C'est l'évaluation commence par là. Il faut voir comment cela a été échafaudé et je vais vous démontrer pourquoi j'ai dit que je continue de penser que c'est un document irréaliste et irréalisable. Et nous allons voir quelques grands projets qui piétinent et pourquoi ça piétine. Nous allons voir cela dans les détails tout à l'heure. Ok, merci pour toute cette disponibilité, une fois encore manifestée dans vos prises de parole. Monsieur Francis Atadé, si je dois commencer, pas parler de ces piliers, le principal, qui est immatériel. Vous diriez quoi en termes d'éléments aujourd'hui à brandir? Je crois qu'il faut d'abord saluer la réforme politique, qui me paraît une réforme importante. Parce que vous savez que nos mœurs politiques ont été un peu travesties. Et il fallait les corriger. Et le chef de l'État a pris le pan, ce pilier-là, comme un pilier important. Parce qu'il a trouvé que notre démocratie, évidemment, était un peu pagailleuse. Et bien avant lui, il y a eu le président qui l'a précédé, qui a trouvé que notre démocratie était, en guillemets, nescafé. Donc, il fallait trouver la formule pour que nous puissions avoir une démocratie qui puisse produire le développement. Parce que la démocratie sans développement, c'est comme un levier sans point d'appui. La démocratie doit pouvoir offrir le développement et le bien-être. Or, si les dirigeants n'arrivent pas à améliorer le système de gouvernance, ils ne peuvent pas produire des résultats. Or, la gouvernance suppose qu'on ait un plan d'action, on ait des objectifs à atteindre et que nous ayons le capital humain, les ressources. Parce que vous avez beau avoir de bonnes idées,
il faut pouvoir les opérationnaliser à travers des hommes de qualité. Et il faut des hommes vertueux. Le chef de l'État a engagé ces réformes. C'est vrai que ces réformes, évidemment, ont eu quelques petits problèmes dans la mise en œuvre. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on peut être fier de ce qu'on a réussi à provoquer un changement dans le paysage politique. Puisque les grosses stars que nous avions, c'était la création anarchique des partis politiques, c'était l'hyperpuissance de l'argent que nous décrions, en fait l'action corrosive de l'argent dans le monde politique, et puis c'était enfin le mal transhumant. Aujourd'hui, on sent que les partis ont commencé par se donner en fait une ligne. Les partis ont commencé par se déterminer par rapport à un certain nombre de choix, programmes politiques, objectifs à atteindre. Et la vie politique a commencé par être animée autrement. Ce n'est pas à 100% parfait, il faut avouer. Mais il faut d'abord y aller, quitte à corriger après ce qui est corrigible. Donc au plan politique, je peux dire aujourd'hui que nous sommes en train de faire de petits bons, de petits pas qui sont appréciables. De petits bons, de petits pas appréciables autrement plan politique. On va avoir la réaction de votre vis-à-vis à ce niveau, et quitte à l'écouter aussi sur notre as du premier pilier, oui, monsieur Fidèle Sonon, au plan politique, des pas importants, création anarchique, du passé, hyperpuissance de l'argent, du passé, mal transhumance. Alors aujourd'hui, comment vous vivez tout ceci, si t'es pas gagné d'avance à ce qu'il paraît? Oui, permettez-moi tout d'abord de prendre quelques petites minutes pour parler du document en lui-même, document du PAG. Lorsque vous prenez ce document, vous constatez que d'abord, il y a eu quelques problèmes au niveau de sa conception. Vous avez vu, M. Attadé disait tout à l'heure qu'il fallait beaucoup de temps pour mettre les choses en route, etc. Certainement que lui-même, il a quelques difficultés par rapport au chronogramme. Je parlais du caractère irréaliste du programme parce que lorsque vous regardez le chronogramme de la plupart des grands projets, vous comprenez que c'est totalement irréaliste. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est tout au moins en retard par rapport à un certain nombre de projets. Mais aussi, lorsque vous prenez le mode de financement que le gouvernement a choisi, c'est ça aussi le gros problème de ce document-là, parce qu'ils ont choisi un mode de financement en PPP, donc partenariat public-privé. 61% de ce programme devait être financé par les privés et seulement 39% par le gouvernement. C'est ça qui, et nous allons voir dans les détails pourquoi un certain nombre de projets piétinent. Le troisième problème que j'ai eu, c'est lorsque vous prenez ce document, dans un pays en général, en tout cas notre pays, le Bénin, et quand je lis le diagnostic qu'ils ont fait eux-mêmes, il devrait y avoir 3 grands secteurs qui devraient constituer des piliers dans la conception de ce document. J'en ai vu un seul, c'est l'agriculture. Je devrais voir la santé, je devrais voir l'éducation, qui devraient constituer à eux seuls des piliers, tout au moins des axes, ou tout au moins on devrait leur consacrer un des 45 projets phares. Mais en dehors de l'agriculture, vous n'avez aucun des 2 autres secteurs qui est pris en charge. Alors que voilà, pour moi, les 3 secteurs transversaux, quelle que soit votre classe sociale, quel que soit votre âge, voilà 3 secteurs qui vous impactent nécessairement: l'agriculture, la santé et l'éducation. Je n'en ai vu qu'un seul. Et enfin, dans la conception toujours, vous voyez par exemple un document, par exemple le projet 3, dans le secteur du tourisme. Je vois un projet qui est répété, avec 2 financements. Le projet 3, construction d'un parc à thème à Abomey et au musée de Porto Novo. Et le chronogramme, c'est 2019-2021. Et vous voyez, dans le même document, projet 5, WIDA, construction d'un parc à thème à Abomey et au musée de Porto Novo. Et cette fois-ci, le chronogramme, c'est 2020-2021.
Et c'est deux budgets différents. Comment est-ce qu'on réalise le même projet, enfin, ou la même activité, logée dans deux projets différents avec deux différents budgets? Voilà, par exemple, quelques éléments que je prends pour dire que j'ai déjà des problèmes par rapport à la conception du document. Mais vous m'avez posé une question spécifique, le pilier 1. Le pilier 1 dit... Et l'aspect évoqué par vos vis-à-vis, parce qu'il y a plusieurs axes. Tout à fait. Le volet 1, consolider la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Et M. Attadé a évoqué la question de la réforme du système partisan. Je pensais que M. Attadé, le connaissant très objectif et très futé, je pensais que M. Attadé allait choisir simplement que nous passions rapidement ce volet pour gagner du temps, mais il a voulu en parler. Moi, je pense qu'il y a d'autres secteurs où ils ont eu à faire, on peut le dire comme ça, quelques percées. Mais dans ce secteur, c'est un échec total. Vous vous rappelez que je disais que la réforme du système partisan est une réforme impertinente, c'est une réforme inopportune et c'est une réforme inopérante. Et j'ai eu à le démontrer ici. Mais l'aspect qu'il a eu à prendre, c'est l'aspect de la multiplicité des partis politiques, le fait que, on a révisé le code électoral, par exemple, pour amener le parrainage, etc., etc. Je dis que c'est un échec total, parce que c'est impertinent, inopportun et inopérante. Inopérante parce que vous avez vu tous les problèmes que ça amène. Même les gens ceux qui ont inventé les lois ont eu de la difficulté à les interpréter. Ils sont obligés de retourner au Parlement à chaque fois pour les corriger. Donc c'est complètement inopportune parce que vraiment, même si c'était pertinent, c'est pas maintenant qu'on a d'autres problèmes, qu'on en a besoin. Mais maintenant, parlant de la réforme du système partisan, le diagnostic qui est fait, j'entends, en dehors de la question de la multiplicité des partis politiques, qui est une question complètement fausse, selon moi, parce que j'ai déjà eu à démontrer qu'il n'y avait pas plus de 200 partis, et qui s'agènent d'ailleurs. Mais l'autre question, on dit que aujourd'hui, il faut que la chose politique retourne aux politiques. Oui. Mais c'est une erreur grave. C'est une erreur extrêmement grave. Parce que l'un des pièges de la réforme du système partisan que M. Attadé ne voit peut-être pas, c'est que nous risquons, comme De Gaulle le craignait, comme De Gaulle, le président français, le craignait, puisque nous aimons prendre comme modèle ou référence les démocraties occidentales, comme De Gaulle le craignait, nous risquons de tomber dans... d'amener l'État dans la discrétion, ce que De Gaulle appelait la discrétion des partis politiques. Et ce sera extrêmement... Non, mais nous voulions éviter que l'individu soit plus fort que le parti, n'est-ce pas? C'est ce qu'on nous explique. C'est pour ça qu'on veut maintenant... prenons l'exemple de l'élection présidentielle et la question du parrainage aujourd'hui. Mais pourquoi voulez-vous que moi, la personne pour qui je dois voter, pourquoi voulez-vous que c'est quelqu'un d'autre qui me le choisit? Moi, en tant que citoyen, je vais dire. Vous voyez, aujourd'hui, peut-être que ça fonctionne relativement bien. Parce que le président Talon, lui, il est allé au pouvoir sans le système de parrainage. Et il a cette liberté. C'est aujourd'hui lui qui peut téléphoner aux deux partis de la mouvance pour dire « Je ne suis pas content, faites-moi ça et ça et ça ». Mais demain, vous savez ce qui risque de se passer, c'est plutôt un certain nombre d'individus ou un individu peut-être de ces partis qui vont téléphoner au président de la République pour dire « Je ne suis pas d'accord de la façon dont telle chose se fait ». Et c'est ce que De Gaulle appelle le gouvernement des partis, le régime des partis. Et dans la révision constitutionnelle de 1958, De Gaulle voulait justement qu'on ne tombe pas dans l'État, la République ne tombe pas dans la discrétion des partis politiques, parce que ça peut être très dangereux. Parce qu'en ce moment, l'élection présidentielle, qui est une rencontre, qui devrait être une rencontre entre un individu, un citoyen, et le peuple, pour qu'il soit suffisamment libre de conduire l'action gouvernementale, il va devenir l'esclave d'un certain nombre de personnes, ou peut-être une seule personne, lorsque nous voyons comment nos partis sont dirigés aujourd'hui. En Occident, si De Gaulle craignait déjà ça, alors que le phénomène de redevabilité n'est pas très
poussé dans la culture occidentale et que ici, c'est notre dada, je vois bien ce qui pourrait se passer lorsque le leadership du président Talon ne sera plus là. Ça veut dire que c'est plutôt les partis qui vont gouverner l'État. C'est les partis ou un parti qui va gouverner l'État, la République. Ça va être une catastrophe, comme De Gaulle l'a dit. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit un exploit. Alors, la question, il a nuancé par un certain nombre d'aspects, la pluralité, vous l'avez évoqué, la question de l'hyperpuissance de l'argent, la question de la transhumance politique, beaucoup ont décrié hier. Comment vous l'appréciez aujourd'hui? Non, écoutez, les nouvelles lois n'empêchent en rien le phénomène de transhumance. Ok? Et parce que vous allez croire que les deux blocs qui se sont formés, pas de façon organique, autour du président de la République, c'est formé de haut en bas, alors que ça devrait être formé de façon organique de bas en haut. Donc on ne fait pas un regroupement forcé tel que ça a été fait. Donc c'est un, vous voyez, c'est un mélange qui n'est pas homogène. Et lorsque vous allez voir, lorsque le président Talon, qui est le ciment, en fait, qui soude tout ça, lorsqu'il va partir, vous verrez comment ça va s'éclater tout simplement. Donc, c'est pour vous dire que le phénomène de transhumance reviendra. Le phénomène de transhumance, les lois actuelles ne les corrigent pas. Et le problème d'argent, non, écoutez, je crois qu'on n'a pas réglé le problème du financement des partis par cette loi aujourd'hui. On a tout simplement voulu régler un problème. C'est comme une récompense à un certain nombre de partis, à un certain nombre de regroupements qu'on a mis en place. Ça ne va pas régler le problème de l'argent, pas de financement des partis, non, de l'argent dans la chose politique. Non, parce que la réalité, c'est tout autre chose lors des campagnes passées. Quoique les partis qui ont concouru n'étaient qu'entre eux, l'argent a circulé. La nuit, comme ça se fait auparavant, ça ne finira pas. Ça ne finira pas. Et peut-être qu'on va observer sur un certain nombre d'années si le financement des partis politiques fera en sorte qu'il n'y ait plus de superpuissants. Je dis peut-être, parce qu'il y a le phénomène de redevabilité qui fera que il n'y a pas que le financement, c'est-à-dire celui qui apporte l'argent, qui fait qu'il y avait des gens qui étaient super puissants. Il y a le lobbying, il y a l'influence d'un certain nombre de politiques qui restent. Donc la question, pour moi, n'est pas forcément réglée. Donc si on devrait globalement noter, je ne pense pas qu'on ait fait une grosse percée dans ce domaine non plus. Maintenant, si vous voulez, puisque vous m'avez dit d'aborder un autre aspect, l'aspect du droit de l'homme, la question du droit de l'homme, M. Attadé ne devrait pas être très à l'aise dans sa botte actuellement, parce que, vous voyez, aujourd'hui, en matière de droits de l'homme, nous avons reculé énormément. Nous avons quitté un état de droit pour aller à un état de loi ciblée, de loi drone, qu'on prend pour régler des problèmes ponctuels. Et ce n'est pas moi qui le dis. Il y a beaucoup d'institutions qui le disent. L'OFPRA l'a exprimé par le retrait du Bénin de la liste des pays sûrs. Il y a le parlementaire américain Smith, je crois, qui en a parlé tout récemment. Il y a Mo Ibrahim qui en a parlé récemment. Et je crois qu'il est temps qu'on comprenne que nous sommes en train de reculer sur le plan des droits humains, sur le plan des droits de l'homme. Et je ne crois pas que c'est à ce prix que nous allons impulser le développement, parce qu'on peut bien faire les deux. Je vous l'ai dit ici, on ne doit pas sacrifier la démocratie politique au détriment donc de la démocratie économique. Oui, M. Attadé, l'aspect que votre vis-à-vis évoqué, vous l'avez suivi, c'est la question des droits de l'homme. Et par rapport à l'aspect que vous avez évoqué, il trouve qu'il y a quelques réglages. Pour lui, un peu de mots, c'est qu'on ne peut pas assimiler cela à de la réussite. Je crois que la tolérance est une vertu essentielle de la démocratie, ce qui suppose le respect de l'opinion de l'autre. Je lui concède ses opinions, mais je constate évidemment qu'au Bénin, il y a une vitalité démocratique qu'il faut saluer.
parce que chacun exprime son point de vue et donne ses appréciations sur ce qui se passe. Alors, il faut avouer que le chef de l'État a reconnu que, en fait, en venant, il portait beaucoup de projets. Et il croyait que les choses allaient se passer aussi facilement. Il a été pris par le temps, lui aussi. Il a compris, évidemment, que, il avait dit ceci, qu'il faisait ça dans un délai donné. Donc, le chronogramme, ça peut différer dans l'exécution. Quand on a la touche, c'est vrai que quand on a la touche, on voit beaucoup mieux que le joueur qui est sur l'aire de jeu. Donc, ça peut arriver, évidemment, qu'on porte des projets et que dans le cas d'exécution, que les délais qui ont été impartis ne soient pas entièrement respectés. L'idéal, c'est de savoir, est-ce qu'au moins, on a entamé la mise en œuvre? Je crois que tous les projets, pour la plupart, à part quelques-uns, ont été mis en œuvre. Certains ont été achevés, d'autres sont encore en cours d'exécution. Je n'ai pas le bilan exhaustif à présent pour le communiquer sur un plateau. Mais je voudrais aussi rappeler à mon frère, à mon ami, que c'est vrai que la question des droits de l'homme, c'est une question consubstantielle à la démocratie. Et c'est connu, c'est vrai. Mais pour faire une bonne marche, je crois que la marche vers le progrès suppose évidemment qu'il y a des difficultés de parcours. Et s'il y en a, nous devons savoir nous ajuster. Je crois que nous avions renoncé à certains acquis pour pouvoir avancer. Et il faut en être fier, parce qu'il y avait une grande pagaille. Comparaison n'étant pas raison, je ne veux pas comparer la situation du Bénin à d'autres pays à côté, où on ne parlait pas des droits de l'homme et il n'y a eu jamais de déclassement. Je ne veux pas porter des jugements sur les institutions qui, a priori, sont habilitées à apprécier la question du respect des droits de l'homme, la personne humaine. Curieusement, il y a un paradoxe qui a surgi. C'est que la Commission béninoise des droits de l'homme est allée dire son satisfecit au chef de l'État. Après, puisque la décision de l'OFPRA dont vous parlez remonte à, je crois, au 29 septembre. Or, le 6 dernier, je crois, la Commission béninoise des droits de l'homme est allée remettre son rapport et a félicité le chef d'État. Donc, il y a là un problème à mon niveau. Un rapport rédigé depuis longtemps. Oui, mais écoutez, Plus ou moins. si la question des droits de l'homme était une question suffisamment grave, parce que s'il y a des cas de violation des droits de la personne humaine, on a vécu des régimes, on a vécu des situations ici. Nous vivons au Bénin, nous ne vivons pas hors du Bénin, nous savons ce qui se passe. J'ai dit qu'il y a des cas ailleurs où on a vu des situations plus graves qu'on a pu décrire, mais là-bas, il n'y a eu jamais de déclassement. Donc, il y a eu un problème dans l'appréciation, certainement. Je laisse les institutions compétentes aller jusqu'au bout. Je constate qu'il y a un peu comme une frénésie et il y a trop de spéculations subjectives sur la question. À chaud, on dit de faire des appréciations subjectives. Je donne le temps au temps pour que les institutions donnent des précisions et que le gouvernement se prononce officiellement. C'est déjà fait. Le porte-parole du gouvernement s'est prononcé. Non, écoutez, oui, Vous ne voulez pas apporter un blanc-seing au propos du porte-parole du gouvernement? Non, écoutez, le porte-parole reste porte-parole. Il n'y a que dans un gouvernement, il y a des compétences qui sont là. Et dans le gouvernement, c'est un travail d'équipe. Et pour une question comme celle-là, j'attends la sortie du chef d'État lui-même. Okay. Et vous savez que la Constitution lui fait obligation, en son article 72, de faire le point sur la situation de l'État, comme il l'a fait le 27 décembre 2019. Donc d'ici à décembre, il fera son discours sur l'état de la nation. Et à cette date, c'est une échéance, on attend, qu'il se prononce sur ces questions-là. Il va faire le bilan de la situation, secteur par secteur. Et nous aurons un bilan venant de lui-même, en tant que chef de pays. C'est lui qui a investi. Et vous, le citoyen? Oui, mais pour le citoyen, je ne trouve pas que ce soit aussi alarmiste, la question des droits de l'homme. C'est vrai qu'il y a de petits problèmes. Il y a des situations par rapport à la gestion, au comportement des humains. Et dans une vie humaine, dans une société, il y a toujours des crises. Nous devons apprendre à gérer nos crises. C'est vrai qu'il y a eu des cas plus graves. Demandons-nous d'où est-ce que nous sommes partis et où est-ce que nous allons, où est-ce que nous en sommes. Quand on prend la situation de la négation des droits de l'homme, pour ceux qui ont fait la période 72 à 89, et la situation que nous avions vécue à partir de 96 à 2006, comparer maintenant la situation de 2006 à 2016, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas une situation extrêmement grave, ce n'est pas aussi complexifié pour qu'on dise que le Bénin est déclassé. Je veux vous donner quelques exemples. Pour avoir été rapporteur de la plateforme des forces démocratiques, pour les élections crédibles et transparentes,
pour avoir été membre du Fonds citoyen pour la sauvegarde des acquis démocratiques et pour avoir eu l'opportunité, à la Bourse du Travail, de gérer le secrétariat de la Convention ferroviaire. Je crois que c'est Philippe Ndjelmé qui présidait. J'ai travaillé avec Kassa Pampo, avec Denis Sinété, sur cette affaire Bolloré et la Bourse ferroviaire. Il y avait des choses extrêmement graves dans ce pays. Mon cœur a saigné. Et il y a tellement de confidences qu'il ne peut pas mettre sur un plateau. Mais je constate qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est la rigueur, c'est le leadership du chef d'État, centré sur l'audace et le courage, qui dérange un peu. Le style de gouvernance a complètement changé. Et ça fait que les gens n'arrivent pas à se retrouver. Évidemment, ils se sont trompés sur l'homme. On a vu simplement un opérateur économique. Et aujourd'hui, on se demande comment est-ce qu'il a pu se transformer en un véritable animal politique si vite, si tôt et si rapidement, en un quinquennat. Non, parce que le jeu politique suppose qu'on ait des stratégies et qu'on ait une vision. Ce que je salue aujourd'hui, et qu'au-delà même de l'évaluation du PAG, qu'il faut pérenniser, c'est la vision et la rigueur, la discipline. Parce que le Béninois est resté un citoyen très atypique. Et il faut une gouvernance sérieuse pour l'obliger à produire. Chacun aujourd'hui doit bien penser son travail et bien le faire. Aujourd'hui, la sentence divine qui dit que tu mangeras à la sueur de ton front est rentrée de sa phase la plus opérationnelle au Bénin. Vous évoquez là indirectement la seconde phase. Il y a vu, M. Sonon noter tellement de choses. Je laisse la parole avant qu'on ne passe au second pilier. Oui, M. Sonon. Je comprends. Quand vous voyez le CV de M. Attadé, je comprends qu'il soit un peu gêné et qu'il veuille attendre, et qu'il ne veuille pas répondre sous le coup de l'émotion au déclassement du Bénin. Mais il a dit quelque chose que j'entends souvent. Oui, il y a eu pire. Non, écoutez, lorsque vous voulez avancer, vous comparez à ceux qui sont devant vous et non ceux qui sont derrière vous. Lorsque le président Talon prenait le pays, il nous a promis qu'il fera mieux. Donc, moi, je ne le vois pas faire pire ou faire comme les autres. Donc, je lui concède qu'il y a peut-être eu pire ou qu'il a pire à côté de nous, mais je constate tout simplement qu'il y a non-respect des droits de l'homme au Bénin, constaté non seulement par les Béninois, constaté non seulement par des gens comme nous qui appartenons à l'opposition, mais aussi à d'autres institutions, par d'autres institutions et d'autres personnalités. Maintenant, il parle de discipline. Oui, discipline. Je suis quelqu'un qui adore la discipline lorsqu'elle est impartiale, lorsqu'elle est également distribuée. Il ne faut pas que ce soit une discipline orientée, une discipline lorsque ça s'applique seulement aux autres. Maintenant, sur le pilier, si vous me permettez toujours, hein, monsieur, pour montrer qu'on n'est plus dans un état de droit. Toujours sous le pilier 1, le président de la République a promis renforcer les institutions de contre-pouvoir. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui? On n'a pas renforcé les institutions de contre-pouvoir, on les a fragilisées. Le Parlement qui est là, qui est supposé être en train de poser certaines questions pertinentes que nous allons poser tout à l'heure sur ce plateau par rapport au PAG, le Parlement, vous voyez ce qu'il est, ce qui est le résultat de la réforme du système partisan. Et lorsque, par exemple, je vois un point comme donner accès équitable, assurer la liberté, l'accès équitable à tous les organes de la presse. Est-ce qu'il vous est arrivé, M. Attadé, de suivre l'ORTB? Moi, je fais l'effort de suivre l'ORTB. Ce que notre télévision, radio publique est devenue, qui est la radio du contribuable, la télévision du contribuable, est devenue un outil de propagande du gouvernement. Est-ce que c'est ce qui est dans le PAG, sous le pilier 1, qui se fait? Après, les gens vont vous dire, mais est-ce que vous avez demandé à parler sur le RTB? Et on vous a dit non. Moi, je vous dis oui. Nous avons testé l'ancien directeur. Et on a été lui dire notre amertume, notre indignation. Et il a dit, écoutez, carrément, il a dit, mais testez-moi. On l'a testé 2 semaines après. Il n'a pas réussi au test. Il n'a pas réussi. Il ne peut pas faire autrement. Et lorsque le président Talon, en qui moi j'ai cru, puisque j'ai lu tous ces papiers, ces interventions, le diagnostic qu'il faisait, mais c'était nickel. Si aujourd'hui c'est ce régime qui fait ça, on est quand même, on se pose des questions. Renforcer l'indépendance de la justice sous le pilier 1. Toujours
l'indépendance de la justice. C'est ce qu'on a fait avec le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, qu'on a peuplé de gens de l'exécutif au point où les magistrats, on les met liés aujourd'hui, ne peuvent plus faire leur travail. Mais c'est de tout ça que parle l'OFPRA. Mais l'OFPRA, je vais vous dire, moi j'ai mon interprétation de la question. Peut-être que c'est pire ailleurs et ils n'ont pas forcément déclassé. Mais lorsque on vous fait des remarques, des reproches, et que vous réagissez un peu comme en disant, on s'en fout, c'est des épiceries, l'OFPRA, j'entendais quelqu'un dire, un rupturien dit, c'est une épicerie qui apprécie et qui déclasse le Bénin, on s'en fout. Lorsque vous avez cette attitude, même quand vous ne le dites pas et que vous êtes responsable politique, que vous adoptez l'attitude de dire je m'en fous, lorsque la Cour africaine des droits de l'homme vous dit arrêtez, en attendant que je prenne la décision au fond, vous n'arrêtez pas, on dit on s'en fout, on se retire. Lorsque la Cour prend une décision, on dit on s'en fout. Lorsque l'OFPRA accorde à M. Sébastien Ajavon le statut d'exilé politique pour la première fois dans notre histoire récente, on a dit on s'en fout, c'est pas bien grave. Et aujourd'hui aussi, on dit on s'en fout d'être déclassé. Et après, on ne peut s'en prendre qu'à soi-même. C'est l'attitude de je m'en fous qui pourrait, je dis pourrait, moi je ne travaille pas à l'OFPRA, qui pourrait peut-être amener les gens à dire non mais écoutez, si au moins on dit on reconnaît, on va travailler pour corriger, c'est bon. Mais la Commission béninoise des droits de l'homme, moi je voudrais bien savoir comment c'est constitué. Honnêtement, je n'ai pas l'impression que ces gens-là sont au Bénin. Ou bien, non, je n'ai pas l'impression qu'ils sont au Bénin, ou bien ils sont carrément, comme dirait quelqu'un, dedans. Sinon, mais attends, on présente un document, je ne sais pas si c'est l'ONTB qui a maltraité l'élément, mais c'est comme si tout va bien. Non, la seule recommandation que nous vous faisons, Monsieur le Président, c'est de nous donner plus de moyens de faire mieux. Mais c'est tout. Donc, c'est comme si les gens sont aveugles. Non, soyons sérieux quand même. Soyons sérieux. Reconnaissons que sous ce pilier, je crois que le gouvernement n'a pas fait grand-chose. Il n'a qu'à prendre conscience de ça pour que, peut-être, les mois à venir, qu'il fasse un peu plus d'efforts. Et le ministre, je crois, a semblé le dire en disant, écoutez, il nous donne 12 mois, on verra bien s'ils ne sont pas un pays de droit de l'homme, enfin, un état de droit ou pas. Peut-être que c'est un engagement à corriger les choses. Et j'espère qu'ils vont le faire. Mais ne pas dire que c'est des épiceries qui opinent sur l'état de droit du Bénin. Je crois que c'est extrêmement grave. On reste au niveau de ce pilier, on monte au niveau du second pilier. Oui, mais je voudrais en fait rassurer mon frère et ami que je constate qu'il est suffisamment remonté contre la Commission béninoise des droits de l'homme. Il n'a pas cherché à savoir la composition de l'OFPRA. Parce que là, pour qu'une institution soit crédible, encore que les autres institutions sur régionales et autres ont besoin encore du sang neuf. L'OFPRA aussi a besoin du sang neuf? Je crois. Parce que j'ai lu plusieurs rapports, plusieurs critiques sur l'OFPRA. Mais comme je ne suis pas qualifié, je n'ai pas qualité à écrire contre l'OFPRA, je me dis, je laisse l'institution travailler. Il n'y a pas de problème. Quitte à, après, apprécier les résultats. Je trouve que sur Bénin, et la situation qui prévaut n'est pas aussi gravissime. Peut-être qu'il y a de l'exagération dans l'appréciation. Et vous savez que dans elle est grave, mais pas gravissime. Oui. Alors, ça peut arriver. J'aime bien votre appréciation. Alors, et vous parlez du Parlement. Écoutez, j'ai beaucoup aimé ce Parlement-là. Lequel? En dépit de tout ce qu'on porte comme critique sur ce Parlement. Vous savez pourquoi? Nous avons eu des parlements par le passé qui ont fonctionné. Il y a deux rôles essentiels. À part le vote des lois, il y a le contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. Tous les parlements que nous avons eus, à part le premier parlement, où les Charles Drecko ont ouvertement et vertement critiqué les actions du gouvernement, les autres qui ont suivi là ont été des parlements qui ont entraîné des rapports incestueux avec l'exécutif. Même tout récemment, avant que le président ne vienne, vous avez vu qu'il y a un président qui a martelé plusieurs fois, je veux un parlement complice. Complice. Il a aimé jusqu'à dire, quand il dit pin, on dit pan. Et puis curieusement, c'est 6 mois avant la fin du deuxième mandat de celui qui était au Parlement là-bas qu'il a fini par se retourner contre le chef de l'État pour constater qu'il y avait des choses qui n'allaient pas du tout. Parce qu'il y avait des ressources, par exemple, qu'on n'arrivait pas à contrôler. Ce qui fait que les projets qui devaient être exécutés
Non, nous ne le sommes toujours pas et on a eu tellement d'éléphants blancs. Donc, je passe les points sur ce passé-là. Aujourd'hui, il faut avouer que nous avions un objectif à atteindre. Nous avons besoin des hommes qualifiés. Nous avions une discipline à instaurer. J'ai suivi un peu les débats qui ont été faits avant qu'on aille au vote des lois. Et les partis qui font en politique ont fait dilatoire, en fait. Parce que c'est comme les animaux, chaque animal offre un parade. Donc chacun est timide. Parce que la politique étant un espace polémique, au sens grec du terme, c'est pas un cadeau, c'est pas des ennemis, mais c'est des adversaires. Chacun joue à l'intelligence pour pouvoir occuper l'espace. Alors les gens ont fait dilatoire, croyant que c'était toujours le même style de gouvernance qui allait continuer. Mais curieusement, la fermeté étant en fait le leitmotiv du chef de l'État, il a dit mais les partis qui ne vont pas suivre se mettent en règle. Puisqu'on a fait d'avant un séminaire parlementaire, on allait au vote des lois, et c'est le Parlement qui a produit ça. Les partis qui ne vont pas se mettre en règle ne sont plus qualifiés à continuer. C'était plus simple. Et c'est quand on a constaté que, effectivement, il a engagé la dynamique dans la rigueur et que c'est la fermeté et qu'on doit respecter les tests que nous sommes donnés. Les gens ne commençaient pas à dire « Ah non, on est contre, maintenant il faut qu'on négocie ». Donc il faut que nous apprenions à être un État responsable. Et les grandes nations ne font pas autre chose. C'est la discipline. C'est ce qui a poussé à la configuration actuelle du Parlement. Mais aujourd'hui, nous apprécions a posteriori, alors que c'est a priori, il faut d'abord, c'est en amont qu'il faut voir, il ne faut pas voir en aval. Donc, on dit que souvent qu'en fond, c'est que nous avons en fait, l'estropié qui prend un colis sur la tête et on trouve que c'est incliné. Non, mais le problème, c'est en bas. Le problème n'est pas en haut. Donc, il faut que nos acteurs politiques, ils ont du mal à changer. Vous savez que, je me demande comment est-ce que vous avez pu gravir les marches pour atteindre ce niveau de responsabilité dans l'USL. Parce que ce n'est pas facile, parce qu'on n'offre même pas l'espace aux jeunes de pouvoir monter. Il y a une guerre, si bien que les jeunes aujourd'hui veulent défenestrer les vieux et les obliger à partir pour occuper l'espace. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on sent qu'il y a un rajeunissement du paysage. On sent que les jeunes veulent aller en politique vraiment. Mais ils n'ont pas complètement rompu avec le legs, puisqu'ils n'ont vu faire la politique qu'à travers l'argent. Argent comme moyen et comme fin. Une fenêtre encore importante. Bon, donc, alors, on passera à la phase 2, mais j'ai bien peur parce que... Mais permettez que je dise, en fait, parce qu'il y a un aspect, parce que vous savez que notre pays a vocation à être un pays agricole. Et il y a eu, en fait, des réformes qui ont été engagées. Avant d'arriver à cet aspect de réforme agricole, ça risque d'être la phase 2 de l'émission qui tire à sa fin. Oui, sur la question, je vous ai vu comme hocher la tête. Voilà un peu là où on était parti pour avoir cette assemblée. Votre qualificatif ne convient pas vraiment à votre vis-à-vis, qui a avancé des éléments. Vous en dites quoi? Non, ce Parlement a été voulu. Vous avez... Toujours sous le pilier 1, vous avez vu, hein, vous allez voir, hein, c'est écrit dans le PAG, hein, la révision de la Constitution de 90, c'est écrit là, hein, ils ont voulu ce Parlement. Parce que sans ce Parlement, ils n'auraient pas pu le faire. Un Parlement pensé. Et mettre, c'est un Parlement pensé. Ils en sont très heureux. Non, tous les autres éléments qu'on nous donne comme argument, vous n'avez pas voulu vous conformer à la loi, tout ça. Non, on ne va pas revenir sur ça, sinon on va vous perdre le temps. C'est un Parlement voulu comme cela, parce qu'on a voulu changer la Constitution et y mettre ce qu'on a mis, qui ne sont pas pour moi. Parce qu'on a dit ici qu'on va mettre, dans le document de PAG, on va transformer, on va réviser la Constitution pour y mettre des choses qui développent le pays. Mais c'est pas ce qu'on a fait. Donc franchement, c'est un Parlement voulu. Un Parlement voulu, un Parlement non voulu. En tout cas, le débat reste présent. Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir, vous l'avez compris. En 45 minutes, ce n'est pas gagné d'avance. Alors, maintenant, nos invités, vous, on vous dit à tout à l'heure. Pour le numéro, ce sera tout, mais on les retrouve juste après pour le second numéro. Merci d'être des nôtres, ça n'arrive pas tous les jours. À très vite.